plusieurs filiations à cette notion de progrès. La première filiation est évidemment démocratique. L'idée même que l'on puisse être responsable de l'avenir, et que ce ne soit donc ni les lois de l'histoire, ni la sagesse des princes, ni la main de Dieu, et autres affaires hasardeuses, qui nous fassent demain, mais que ce soit notre délibération qui fait demain. Donc cette idée même, cette idée rousseauiste, est une idée qui est fondamentalement optimiste, je dis, qui évidemment emporte avec elle, dans ses lumières, l'idée de progrès. Nous allons en délibérer et ça ira mieux. Enfin, je veux dire, il y a donc, je dirais, un optimisme de la démocratie qui me paraît lié au déploiement des institutions politiques et au déploiement du suffrage universel. Cette idée-là sera renforcée de nouveau par une deuxième filiation qui est celle de la capacité de lutte et puis de la capacité d'influence du mouvement ouvrier, qui est effectivement de ne pas laisser le peuple en rade, le peuple travailleur en rade de ce qui se passe dans ce processus de transformation matérielle de la société. Et effectivement, jusque dans les lendemains tardifs de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire depuis l'institution de la Sécu jusqu'à la fin des années 60, cette idée de progrès est profondément régulatrice. Et comme on le disait tout à l'heure, elle s'incarne dans le fait que nous avons la croyance bien assise et bien argumentée dans les faits que, en tout cas, ça se joue de manière transgénérationnelle. C'est-à-dire que nos enfants seront mieux que nous. Et cette croyance qui rend à ce moment-là le progrès, c'est-à-dire la transformation des choses, indiscutable, s'effrite et puis s'effondre dans l'accumulation des crises, d'abord culturelles, 68, puis économiques, 73, et puis politique et sociale, tu choisis les dates, mais ça court toujours. Et dans ces accumulations de crises, se joue manifestement la défiance, désormais bien établie, que demain puisse être meilleur. D'accord ? Encore un petit pas est à faire pour passer de cette déception à un renouveau de l'appétit démocratique, c'est-à-dire discutons du progrès. On n'y est pas, mais on y est presque. D'accord ? À l'extrême de cette discussion sur le progrès, on trouve aujourd'hui les partisans de la décroissance. Je dis à l'extrême parce qu'ils ne m'intéressent pas plus que les partisans de la croissance. D'accord ? Puisqu'ils partagent, je dirais, le même postulat. Que ça monte ou que ça descende, ça correspond au même type de paramètres. Mais par contre, par exemple, ceux qui contestent la définition même de la richesse, notamment à relire le rapport de Patrick Vivray, qui fut le conseiller de Michel Rocard, Premier ministre, pour l'évaluation des politiques publiques, et puis qui fut aussi, alors comme freelance, je dirais, le rédacteur d'un rapport sur comment reconsidérer la richesse aujourd'hui. Un très beau rapport de 130 pages, qui attire l'attention sur le fait que les indicateurs que l'on a de la richesse sont des indicateurs d'une pauvreté affligeante, qui se limite à collecter des données sur les richesses marchandes monétarisées. Et qui donc ne visibilise nullement les autres productions sociales, notamment les productions de l'économie familiale, domestique, communautaire, mais aussi une grande part de l'économie publique. Et donc, contester cette définition de la richesse et remettre en route la capacité de débattre du sens de l'économie, donc de son inscription dans la société, ça a plein de sens, et c'est à mon avis désormais possible. On y arrive un peu par tous les bords, on y arrive par l'environnement, parce que ça commence à être préoccupant qu'il fasse trop chaud, mais on y arrive par les petits débats sur le commerce éthique et soutenable, puis les petits débats sur l'épargne éthique et soutenable, durable et social. Donc on y arrive par tous les côtés, sans qu'il y ait pour l'instant de globalisation de la pensée et encore moins de globalisation de l'action. Mais grosso modo,
Il n'est plus invraisemblable, plutôt que de discuter éternellement du partage du progrès, qui est encore ici, par exemple, comment est-ce qu'on dit ça, le slogan du Parti socialiste, c'est partager le progrès. Le slogan des Verts est souvent interroger le progrès. S'ils pouvaient le faire ensemble, hein, je veux dire, comment l'interroger pour mieux le partager et comment le partager pour mieux l'interroger, on irait plus loin. Mais enfin, ça va bien au-delà de l'exigence d'une alliance entre deux partis. C'est une alliance entre deux, enfin, c'est la fécondation mutuelle de deux traditions de pensée. Une tradition qui est celle des conflits vus à partir du travail, et une tradition qui est celle des conflits vus à partir des valeurs d'usage, hein, et dont les Verts sont porteurs. Seulement, parler des valeurs d'usage sans s'inquiéter de la manière dont elles sont produites n'a pas de sens. Et s'interroger sur les valeurs d'échange du travail sans s'interroger sur ce que le travail produit ou ne produit pas n'a pas de sens non plus. C'est pourquoi on peut attendre quelque chose de la rencontre de ces deux courants de pensée un jour.